Et on va revenir maintenant, je vous le disais, sur la crise nord-coréenne, le Conseil de sécurité de l'ONU qui vient de se réunir en urgence, les États-Unis qui tapent du poing sur la table en menaçant la Corée du Nord, je vous le disais, de destruction totale en cas de guerre et appelant tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec Pyongyang. Après, bien sûr, le dernier tir de missile intercontinental d'une portée inédite par le régime nord-coréen. On vous en parle depuis hier sur France Info. Alors, quelle issue à cette crise? Voilà la question qu'on se pose ce matin et on va tenter d'y répondre avec notre invité Benjamin Haute-Couverture. Bonjour à vous. Bonjour. Maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous allez un petit peu nous éclairer sur cette crise. Alors, je le disais, réaction épidermique des États-Unis. Il faut dire que pour Donald Trump, c'est un petit peu un camouflet. Lui qui avait assuré que le développement de telles capacités de la Corée du Nord n'arriverait pas. Absolument. Voilà. C'est un camouflet supplémentaire, en fait. C'est-à-dire qu'il va de camouflet en camouflet. Et il va de ligne rouge en ligne rouge. Et le problème de ces lignes rouges, quand elles sont passées allègrement par la partie adverse, c'est que naturellement, elles n'ont plus aucune crédibilité. Et donc, un, il perd en crédibilité, et deux, on peut avoir peur de sa propre réaction à l'égard de cette crédibilité qui s'étiole renoncement après renoncement. Voilà, ce qui fait un petit peu peur sur le sujet. Je passe de côté sur le côté un petit peu personnel du sujet, parce que je crois qu'on n'est pas là, on n'en est pas là, on est véritablement sur cette crise avec la Corée du Nord entrée dans une séquence de péril. Et il faut prendre la chose maintenant excessivement au sérieux dans la mesure où ce qui va importer dans les semaines à venir, ça va être la désescalade des tensions pour ne pas entrer en guerre. Alors, désescalade des tensions, on vient d'entendre les États-Unis qui appellent à de nouvelles sanctions. Alors, le Conseil de sécurité en est, je crois, sa 8e série de sanctions contre la Corée du Nord pour la contraindre à suspendre ses programmes balistiques et nucléaires. Manifestement, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas, et en même temps, c'est une bonne chose. Ça a été rappelé par le président de la République hier. Et c'est le seul point sur lequel l'ensemble des pays de la communauté internationale s'accordent. On a les Chinois, les Russes, les Français, les Anglais, les États-Unis et l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, gardons ça. C'est déjà une bonne chose. En revanche, le renforcement de ces sanctions, effectivement, pour le moment, n'a pas conduit ni à l'arrêt, ni à la suspension des programmes balistiques et nucléaires. Si on veut que ça conduise à cela à court terme, dans les semaines et les mois à venir, il faut effectivement que la Chine accepte de jouer sur des leviers qui, pour le moment, n'ont pas été utilisés. La clé, c'est la Chine. La clé, c'est la Chine. La clé, c'est la fourniture de pétrole, c'est la fourniture de produits financiers. En revanche, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la Chine n'a pas particulièrement intérêt à modifier le statu quo actuel. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de Pékin, justement, dans la non-modification de ce statu quo, sur ces leviers, vous le disiez, que la Chine refuse d'actionner ? 90% du commerce nord-coréen est réalisé avec la Chine. Le reste avec la Russie, avec la Thaïlande, un petit peu avec les pays africains. Le régime tient par la Chine. La Chine a besoin de stabilité à ses frontières, a besoin de stabilité dans la région, ne peut pas imaginer une réunification du pays sous égide américaine et sud-coréenne. Donc ils ont intérêt à ce statu quo dans la mesure où ça met un grain de sable dans la diplomatie américaine et dans la primacy, American primacy, la primauté américaine en Asie-Pacifique, et ça, pour eux, c'est très bon, mais ils ne peuvent pas aller vers une escalade des tensions qui mènerait à une modification de l'équilibre stratégique à leur défaveur, si vous voulez, dans la mesure précisément où les Américains, les Sud-Coréens, les Japonais peuvent utiliser cet argument de la Corée du Nord pour développer des systèmes stratégiques, défensifs et offensifs dans la région qui iraient directement contrevenir aux intérêts chinois. Vous évoquiez un instant vos inquiétudes quant à la situation. On va s'en occuper. Ça a été la première réaction de Donald Trump hier au tir de missiles nord-coréens. Est-ce qu'on doit craindre un conflit armé ? Est-ce qu'une guerre est possible, imaginable ? Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on est rentré dans une séquence, encore une fois, de péril réel. Et donc, je pense qu'un conflit, une deuxième guerre de Corée est devenu imaginable en 2018, avec possiblement, c'est un peu artificiel de le dire, mais peut-être on est à 50-50. Donc, aujourd'hui, je le répète, l'urgence est à la désescalade des tensions. Ce pourquoi les propositions chinoises et russes de gel et de double gel des programmes contre le gel des exercices et le gel des déploiements des systèmes stratégiques défensifs américains dans la région, finalement, sont peut-être à prendre en considération de manière relativement sérieuse. D'autre part, le rôle que peut jouer les pays de l'Union européenne via leur représentation à Pyongyang et la représentation depuis 2001 officielle de l'Union européenne à Pyongyang et le rôle de la France,
qui, même si nous n'avons pas de représentation officielle sur place, est très écoutée par les Nord-Coréens, peut être intéressante là aussi dans la mesure où des canaux de communication peuvent être utilisés pour faire parler les uns et les autres. Encore une fois, dans une situation d'urgence visant à cette désescalade dans les semaines à venir. C'est vrai pour le reste, on verra. Quand on pense à la Corée, les regards se tournent vers les États-Unis, la Chine notamment, la Russie aussi, mais la France et l'Union européenne, vous nous le dites ce matin, ont aussi leur rôle à jouer. Une dernière question, où en est le pays, la Corée du Nord, la population? On se souvient de la grande famine des années 90, aujourd'hui? Alors, tant mieux pour eux. Il semble que les conditions de vie des Nord-Coréens s'améliorent. La grande famine des années 90 est terminée. Les taux de croissance de l'année dernière ont été importants. Les nouvelles doctrines de développement économique du pays élaborées en 2016 semblent porter leurs fruits. Et par conséquent, la situation s'améliore. Mais d'une certaine manière, c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté internationale qui se dit voilà un pays qui n'est pas exsangue, comme on le pensait, mais qui en réalité a beaucoup de ressources. Malgré les sanctions. Malgré les sanctions. Et donc, si ça continue, quels vont être nos leviers mais en même temps, on est dans une situation un petit peu complexe parce qu'on ne peut que se féliciter. Oui, parce qu'on veut frapper le régime. Il faut frapper le régime, ne pas frapper la population. Donc, c'est une bonne chose. Et en même temps, ça nous montre que le dictateur au pouvoir est quelqu'un d'excessivement malin, d'excessivement rationnel, qui veut développer son pays tout en assurant la survivabilité de son régime. Et pour le moment, ça fonctionne. Un grand merci, Benjamin Haute Couverture, de nous avoir rejoints ce matin pour cet éclairage sur la crise nord-coréenne. Merci à vous. Pour votre invitation. Dans un instant, un nouveau JT sur France Info. D'abord, un petit coup d'œil à la météo. On vous souhaite un bon jeudi.